une 103 SPX Fun, des yeux de veau, des fraises des bois et le vol de la buse. Un jour, tu verras. Dieu fait la gueule. Il boude parce qu'il vient d'avoir 30 ans et que personne ne lui a fait de gâteau d'anniversaire. Dieu est chiant et capricieux. Il est capable de faire la gueule pendant des mois. Un jour, je lui ai dit que c'était naze d'être raciste. Il ne m'a plus parlé pendant 7 mois. Je n'ai pas envie qu'il recommence à faire la gueule, alors j'ai pris ma mobilette. Je suis allé chercher le gâteau que j'avais commandé chez le pâtissier. Je n'ai rien dit quand j'ai vu que le pâtissier avait écrit Bon anniversaire avec NE dessus, et j'ai mis la boîte du gâteau dans mon porte-bagages, solidement attaché. Et j'ai fait les 50 km jusque chez Dieu. J'ai offert mon gâteau. Il faisait toujours la gueule et il parlait de conspiration et d'un fantôme qui vivait dans son grenier. J'ai bouffé la part où il est écrit bonne. Je suis reparti. J'ai fait 10 km et j'ai dû passer en réserve. Inutile de faire demi-tour. Mon frère n'a pas de mélange chez lui. Alors, me suis arrêté dans une cabine téléphonique. J'ai sorti ma carte 120 unités et j'ai appelé mon père. Je lui ai dit où j'étais. Je lui ai dit que j'allais continuer en direction de la maison jusqu'à ce que je tombe en panne d'essence, que je l'attendrais au bord de la route. Je lui ai demandé de m'apporter un bidon de mélange. Il a dit j'arrive. J'ai pu faire 15 autres kilomètres. J'ai attaqué la montée, la 3 voies que l'on surnomme la côte de la mort, parce qu'il ne se passe pas 6 mois sans que quelqu'un s'y tue. C'est une route pleine de virages et qui descend à sec, ou qui monte raide, suivant comment on se place. La mobilette a tenu le coup sur la moitié de la côte, qui s'étend sur une dizaine de kilomètres. Et elle a abandonné. Elle n'avait plus rien dans le ventre. Et je l'ai poussée, égarée sur le côté, sur une espèce de grande aire de repos, le long de l'une des rares lignes droites de la côte. J'attends désormais que mon père arrive. Je sais que je vais attendre longtemps. Mon père a eu son permis de conduire en 1949. Sa conduite n'a jamais varié depuis. Il ne dépasse pas les 40 km/h. Il n'a jamais passé la 4e sur sa 4L. Et la 3e est en sous-régime constamment, c'est dire. Tout le monde double mon père. Les voitures, avec tantôt des automobilistes furieux d'avoir dû se farcir cette lanterne pendant une demi-heure, tantôt avec des passagers qui penchent la tête, curieux de connaître la raison d'un aussi lent cortège. Les poids lourds nous doublent, les tracteurs, les mobylettes. Je jure avoir vu un cycliste nous doubler. Certes, c'était dans une descente, mais le cycliste avait la main sur les freins. Mon père n'a jamais eu d'accident. Quand quelqu'un le klaxonne, ou le double en l'insultant, mon père répond en patois que ça ne sert à rien d'être aussi pressé, que de toute façon on finira bien tous au même endroit. Alors je sais que je vais devoir attendre longtemps, avant qu'il arrive. J'ai posé mon casque sur le guidon de ma 103. Ce n'est pas une 103, c'est une 103 SPX. Ce n'est pas une 103 SPX, c'est une 103 SPX Fun. C'est la première mobilette à refroidissement liquide. Elle est rose, jaune et violette. J'adore ma mobilette. Ma mobilette, c'est toute ma vie. Le jour où je l'ai eue, je n'avais pas encore 14 ans. Donc je n'avais pas le droit d'en faire. J'ai attendu que mes parents aillent faire la sieste. J'ai poussé la mobilette dans la descente et je l'ai démarrée suffisamment loin pour qu'ils n'entendent pas. J'ai roulé sur les chemins forestiers, sur les routes en pierre de notre montagne, là où personne, et encore moins des forces de l'ordre, pourrait me voir. Juste à côté du coin aux Érelles, je me suis arrêté. Le chemin était barré d'une gigantesque flaque de boue. C'était un océan de flaques qui courait d'un talus à l'autre et m'empêchait de la contourner. Est-ce que j'ai songé à faire demi-tour? Je ne crois pas. J'ai décidé que la meilleure solution était de foncer, de passer le plus vite possible. J'ai pris de l'élan, j'ai fait avec l'accélérateur comme si c'était une moto, et j'ai tourné les gaz à fond. La mobilette a fendu la flaque mieux que la mer Rouge. 2 gerbes de boue géantes se sont élevées et ont été projetées sur les côtés. J'y croyais, mais arrivé au milieu de la flaque, ma Moïse de mobilette n'a plus voulu avancer. Les roues ont patiné un peu, la roue arrière a balancé quelques litres de boue partout alentour et le moteur a calé. Mon cœur a calé aussi. Les 2 baskets sur les cale-pieds, les mains agrippées au guidon, je suis resté immobile quelques secondes. J'ai cessé de respirer pour ne pas déséquilibrer ma monture. Puis, comme au ralenti, la mobilette s'est lentement couchée dans la flaque de boue. Et moi avec. Il y a aussi eu ces jours où on était en mobilette avec Julie. La mobilette de Julie, ce n'est pas la même affaire. Ce n'est pas une 103, ni SPX, ni Fun, ni rien, c'est une 102. C'est la mobilette de sa grand-mère. Pour la démarrer, Julie pédale, et pédale, et pédale. Dans les montées, la 102 n'arrive pas à faire grimper les 90 kg de Julie. Elle crache, elle pétarade. Julie pédale et pédale et pédale, et la 102 fume et fume et fume. Lorsque l'on va quelque part ensemble, je l'attends tout le long. Je fais 10 km, je m'arrête sur le côté, je fume une clope, et avant de la voir, j'entends le bruit de la 102 qui semble implorer pitié de ce qu'on exige encore d'elle à son âge.
Je la vois poindre à l'horizon, puis passer devant moi. Julie sautillant sur les ressorts pourris de son engin. Le bruit se met à sautiller aussi. La fumée m'étouffe à moitié. Je regarde Julie s'éloigner et je rallume une clope pour lui laisser un peu d'avance. Je la double 10 minutes plus tard et tout est à recommencer. Plusieurs fois j'ai quitté la route à vouloir regarder où était Julie. Un jour, dans une ligne droite, en bordure de forêt, j'ai tourné la tête pour regarder derrière si enfin elle arrivait ou non. Le corps est bizarrement foutu. Quand on tourne la tête, ça tourne aussi les bras. Lorsque j'ai de nouveau regardé devant, j'avais un sapin en face de moi. Je ne sais pas par quel réflexe j'ai slalomé, et comme les charlots dans leurs films, ou Benny Hill dans les poursuites, je suis passé en accéléré entre plein d'arbres, de branches et de souches dans la forêt avant de redéboucher en bondissant sur la route, couverte d'épines et de feuilles, juste à côté de Julie qui avait eu le temps d'arriver sur la ligne droite et qui baissait la tête pour aller plus vite, pensant que j'avais pris tant d'avance que j'avais disparu. Sous la surprise de me voir ainsi bondir du bois à côté d'elle, Julie pousse un cri, saute de frayeur en entraînant la 102 avec elle, et se retrouve dans le fossé, toujours assise sur sa mobilette qui, elle, est couchée au sol et elle me hurle. Mais putain, mais t'es con ou quoi? Oh, regarde, il y a des fraises des bois là! Tout dans la même phrase, sans virgule, sans ponctuation finale, sans changement de ton, un simple hurlement de surprise, de frayeur, de colère, de pardon, d'amitié, de rire et de bouffe. Pourquoi s'emmerder à faire plusieurs phrases quand tout peut passer dans une seule? Et Laurent, le fils des bourgeois de la ville, qui avait voulu venir avec moi pour que je lui montre un plan avec Stéphanie. Voilà. Et Laurent, le fils des bourgeois de la ville, qui avait voulu venir chez moi pour que je lui montre un plan avec Stéphanie. Il avait tenu à conduire ma mobilette parce qu'il était un mec, tu comprends. J'étais monté sur le porte-bagages, sans comprendre quoi que ce soit. Avant d'attaquer la côte de ma montagne, je lui avais demandé de s'arrêter. La route à suivre était particulière. Il ne connaîtrait pas et si on perdait de l'élan, on ne monterait jamais. J'avais pris le guidon. Il avait dit « Attends, avance un peu, t'es dans un creux là. » J'avais avancé. J'avais dit « C'est bon ?» Il avait dit « Ouais. » Et j'étais parti. En roulant, je lui expliquais des trucs sur Stéphanie, et puis des trucs sur la montagne. Je trouvais que la mobilette montait super bien. J'avais dit « Elle est pas super ma mob? Sérieux ?» Il décrochait pas une parole. J'ai quand même fini par me retourner. Il n'y avait personne derrière moi. Je parlais au vent depuis un quart d'heure. Ça s'était joué à 1 seconde. « C'est bon ?»« Ouais. » avait-il dit en posant son derrière sur le porte-bagages. Sauf qu'au ouais, j'étais déjà parti et son derrière, il avait posé par terre. Il avait ensuite pensé que je m'en rendrais vite compte. Au bout de 10 minutes, il s'était mis à marcher. Il m'a dit qu'il y avait une moissonneuse-batteuse dans le champ à côté de lui. Une moissonneuse-batteuse qui faisait un bruit de tous les diables. Qu'il y avait des avions de chasse qui s'entraînaient dans le ciel aussi, avec le grondement désagréable qu'ils laissent dans leur sillage. Qu'il y avait ma mobilette qui finalement revenait. Et que par-dessus tous ces bruits-là, ce qu'il entendait, c'était mon rire. Julie, Laurent, la boue, mais mon père n'est toujours pas là et il fait nuit. Je regarde les voitures descendre la côte et je les reconnais à leurs phares. Ceux de la 4L sont faciles à identifier. On dirait 2 yeux tout ronds, comme les yeux du veau quand on le tue et qu'on met sa tête à bouillir dans une grande marmite et que ses yeux flottent. 2 yeux de veau. Qui justement arrivent, je les reconnais. Et puis qui d'autre pourrait rouler aussi lentement? Je m'approche du bord de la route, je lève le bras, j'attrape le guidon de la mobilette, prête à la pousser sur le côté s'il a besoin de plus d'espace pour se garer. Mais la 4L passe devant moi. Mon père, bien cramponné au volant, sa casquette vissée sur le crâne, ne me voit pas et la 4L continue sa route tandis que je le suis des yeux, le bec grand ouvert de stupéfaction. Dans ma tête, ça va toute allure. Il y a plus de 30 km jusque chez mon frère. Mon père ne m'ayant pas vu, il va donc jusque là-bas, prendre un moment pour recueillir l'information que je n'y suis pas, prendre un moment pour appeler ma mère, faire les 30 km en sens inverse et peut-être, éventuellement, tomber sur moi. Je suis là pour 3 ou 4 heures. Hors de question. Mon cerveau génial a une idée. N'ai-je pas dit tout à l'heure que mon père se faisait doubler par les mobylettes? Par des cyclistes? Mon père roule tellement lentement que si je pars tout de suite, si je lance la mobilette dans la descente, je vais le rattraper, le doubler, c'est certain. Je jette ma clope, je grimpe sur la mob, enlève la béquille, la pousse dans la descente. Pas d'essence, pas de moteur, pas de phare, peu importe, la lune éclaire suffisamment. Je prends de la vitesse. D'une main, j'enfile mon casque, sans l'attacher, pas le temps. Il ne faut surtout pas que je freine. Il faut que j'aille le plus vite possible. Je coupe les virages, je fends l'air, soudain je la vois. La 4L, elle est là, au virage, devant moi. Allez, encore un peu et c'est bon. Sur la droite, il y a une petite route qui vient déboucher sur la 3 voies. Sur cette petite route, il y a une voiture qui descend et s'arrête au stop. Le conducteur regarde à droite, personne. Regarde à gauche, des phares. Il laisse passer une 4L avec un petit vieux bien accroché au volant à l'intérieur. Il regarde de nouveau à droite, personne. De nouveau à gauche, personne. Il appuie sur l'accélérateur. Je suis à ça de la 4L. Mais sur la droite, je vois des phares.
qui s'avance au bord de la route. Je me dis qu'avec un peu de chance, la voiture va tourner à sa droite. Elle va descendre aussi, elle va vite accélérer. Je n'ai qu'à me déporter un peu sur la gauche, le temps qu'elle prenne de la vitesse. Est-ce que je songe à freiner? Je ne crois pas. Là-bas, les feux arrière de la 4L disparaissent dans un virage. Allez, vas-y, tourne à droite, ça va passer. Tourne à droite, ça va passer. Tourne à droite, tourne à droite. Elle tourne à gauche. Je ferme les yeux. Le bruit est hallucinant. Dès qu'il y a un oiseau qui tourne dans le ciel de notre montagne, ma mère sort les jumelles et dit « Ah non, c'est bon, c'est que la buse. » Ce qu'elle redoute, c'est l'aigle. L'aigle mange les poules. Il vient les arracher au sol. On n'en retrouve plus qu'une poignée de plumes et rien d'autre. La buse, elle, est quantité négligeable. Elle est trop petite ou trop timide pour voler une poule. Je ne m'étais jamais soucié des buses, et une après-midi, par désœuvrement, j'ai pris les jumelles moi aussi et j'ai regardé l'oiseau qui volait dans le ciel pour voir s'il était nocif ou rien qu'un pauvre impuissant. C'était la plus belle chose du monde. Il avait des taches blanches et marron sous ses ailes. Il pouvait rester si longtemps sans bouger, mais en volant tout de même. Je l'avais envié, cet oiseau. Il paraissait si fier, si libre. Ma mère était rentrée et je lui avais dit qu'il y avait un aigle dans le ciel. Elle avait pris les jumelles, regardé et dit « Mais non, c'est une buse, ça !» J'avais trouvé si beau que je ne pensais pas qu'il pouvait être le plus faible des deux. L'air est froid quand on le traverse à toute vitesse. Le corps est si léger à plusieurs mètres de hauteur. Je n'ai ni peur, ni mal. Je me demande si de loin, je ressemble à un aigle ou à une buse. À l'atterrissage, je roule sur le goudron comme une bille. Quand tout s'arrête enfin, j'ouvre les yeux. La réalité, penchée au-dessus de mon épaule, me fait un grand sourire et me dit qu'il est l'heure de rigoler un peu. J'essaie de respirer, il ne se passe rien. J'ouvre la bouche, je cherche l'air, je veux l'avaler où il est passé normalement. Ça se fait tout seul. Là, ça ne veut plus. Et ma jambe droite est une centrale nucléaire. Ce n'est plus une brûlure, c'est un incendie de Pinède en Corse, un jour de grand vent. Je rampe sur le goudron, j'essaie de m'enfuir, d'aller devant. Je ne sais pas où, mais là où il y aura de l'air et où il n'y aura plus ma jambe. J'entends des voix derrière moi. Mais putain, c'était quoi? Une biche, c'était une biche. Je rampe, l'air ne veut pas revenir. Tout devient noir. Le conducteur cherche le corps de la biche partout. Quand il voit un rétroviseur sur le sol, il réalise que peut-être ce n'était pas un animal de la forêt. Lui et ses amis ramassent la 103 SPX Fun à 15 mètres de leur voiture. Ils avancent encore. 50 mètres plus loin, il y a un casque fendu en deux au milieu de la voie de gauche. Encore 10 mètres plus loin, ils trouvent la biche. C'est la panique. La biche ne bouge pas. Elle a répandu son sang massivement sur la route et elle gît au milieu d'un virage dans cette côte de la mort. Il ne faut pas la déplacer. On ne peut pas la laisser là. Si on la déplace, elle peut être paralysée. Si on la laisse là, elle va se faire écraser. Il y a quelques secondes d'hésitation. Le plus fort en gueule attrape la biche par les bras et la tire sur le bas-côté dans l'herbe. Une minute plus tard, une voiture passe à plus de 100 km/h et écrase l'empreinte de sang laissée sur la chaussée par la biche. Les amis se regardent. Ils n'arrêtent pas de trembler. Ils s'organisent. Deux disposent la voiture plus bas, avant le virage, avec les warnings, pour inciter les véhicules à ralentir. Un part en courant rejoindre les secours. La maison la plus proche n'est pas si proche mais heureusement, il réussit à se faire prendre en stop. Le conducteur reste avec la biche. Il lui parle. Elle ouvre un peu les yeux de temps en temps et repart dans les limbes. Les pompiers mettent 1 heure à arriver. Ils sont moins précautionneux que le conducteur. Ils attrapent la biche et lui mettent des gifles pour la réveiller. Un type avec un uniforme est en train de découper mon jean avec des ciseaux. Ma chaussure aussi. J'ai mal. J'ai sommeil. Putain, le con, il me met une gifle. Dieu a regardé notre père, lui a dit « Mais t'es con ou quoi ?» et a expliqué que j'étais parti 2 ou 3 heures plus tôt. Mon père a appelé ma mère. Il est reparti. Il a roulé en regardant attentivement les côtés et est arrivé dans la côte de la mort où il y avait un embouteillage. Il a attendu patiemment que les gendarmes lui fassent signe de passer, sous la lueur des gyrophares. Il a avancé lentement et, par curiosité, il a tendu le cou pour voir ce que les pompiers faisaient. Il a vu la 103 SPX Fun, couchée dans l'herbe. Il a mis son clignotant et s'est arrêté. Il a décroché sa ceinture et est descendu de voiture. Il s'est approché doucement du camion de pompiers et du corps allongé sur le bas-côté. Il a marché dans la flaque de sang. S'emboîter. Mon père est hypocondriaque. Ou pas vraiment, disons qu'il aime qu'on s'occupe de lui. Souvent, il boite. À la maison, il ne boite jamais, mais si on va en ville, dès qu'il descend de voiture, il boite. Il croise une connaissance qui lui dit « Eh ben alors ?» Il prend un air miséreux et misérable et répond « Ah oui, que veux-tu, c'est l'âge. » Et il accentuie un peu plus la claudication. On remonte en voiture, on fait 2 km, il redescend et il a oublié de quelle jambe il boitait, alors il change. Ça met ma mère dans des états proches de la rage. Ma mère qui a été frappée des pires maladies existantes, qui a enduré les douleurs les plus insoutenables.
Elle le regarde, lui qui n'a jamais eu le moindre rhume ou la moindre conjonctivite. Elle le regarde et lui couperait volontiers la jambe pour qu'il sache de laquelle boiter. Lorsqu'il me voit, mon père reste quelques secondes sans rien dire. Un pompier est en train de me planter une aiguille dans le bras. Mon père pose sa main sur l'épaule du pompier qui se retourne d'un coup. Il chancelle, dit « C'est ma fille », d'une voix faible, et il s'évanouit sur le pompier qui m'enfonce l'aiguille dans le bras, certes, mais certainement pas là où il souhaitait le faire initialement et qui lâche un « Merde !» avant de me lâcher moi et de s'occuper de son nouveau client. Je regarde le visage inanimé de mon père sur le goudron, ses cheveux blancs révélés par sa casquette tombée dans la flaque de sang, qu'habituellement il ne quitte jamais. Je regarde le visage inanimé et vieux de mon père, et je le déteste. Je le déteste. Je réunis tout le souffle que je peux trouver et je dis « J'espère que tu vas mourir bientôt ». Javier Bardem, dans son rôle de personne tétraplégique demandant l'euthanasie, s'adresse à son neveu adolescent. « Tu parles mal de ton grand-père. Il est plus étanche. C'est normal, il est vieux, que veux-tu? Qu'il arrête de se mêler de tout, toujours à la maison, comme si on avait besoin de lui. » Javier Bardem sourit alors, puis il éclate de rire franchement. Il regarde son neveu et lui dit « Un jour, dans longtemps, peut-être tu vas tellement regretter ce que tu viens de dire que tu vas vouloir disparaître sous la terre. » Le gamin l'interroge des yeux avec son air d'adolescent qui ne comprend rien à rien, ou alors pas très vite. « Pourquoi tu dis ça ? Un jour, tu verras. »